J'atteste ici de la réalité du monde. C'est le plus bref serment possible. Et s'il faut un tampon officiel, je, sous-signé, moi, singularité quelconque, certifie les choses de toute leur existence, le jour J, du mois M, de l'année A, du siècle S. Pourtant, l'absence s'est multipliée depuis. C'est comme terrer désormais dans le long deuil qui vient avant mourir. Quelqu'un avait juré qu'il connaissait la recette miracle du vin d'été, framboise, cerise et un truc qu'on ne vend plus en magasin ou plus à moi. C'est dommage, mais je refuse de me réfugier dans les souvenirs où ça danse dispendieusement, sans souci du cœur ni du souffle, et tout finit assez tard dans la nuit, les t-shirts décolorés de sueur. C'était vraiment la fête, alors quoiqu'un mec inaccessible ou un autre transformasse toujours tout en regret, mais maintenant il faut bien constater que les feuilles tombent comme des brutes dans le précieux compost bio. Hier il a plu et aujourd'hui il va sûrement aussi. Il doit pourtant être possible de vivre, passer le stade des adieux. Peut-être qu'il suffit de trouver une communauté altruisto-accueillante en promenant partout son stéthoscope pour ausculter le pneuma des arbres et le corps craquant des oiseaux ou la sieste des tigres et l'effarante diversité des formes. Ah, ici c'est bien. Il y a des troupeaux de vaches, des bancs de poissons, des meutes de loups, des essaims d'abeilles, des volées de rouge-gorge, des théories d'ânes, une horde de dieux, le gros gras grand monde et chaque néo-aube, improvisé, inspire goulûment, nous révélant les règles provisoires du jeu. Ce matin, par exemple, clignoter une lueur d'espoir, même si à la fin un jour désensibilisé a eu lieu, sans un poil d'extase ni la moindre petite joie sensuelle de lumière configurée au vent. Si seulement on pouvait croire à une sorte de messie païen. Oh, voilà, devant nous les canapés enchevêtrés de la promesse à condition qu'on accepte de proclamer les slogans, mais nada. De toute façon, je viens de comprendre sur le tas que le présent n'existe pas. Il n'est que l'ampleur anticipée du futur. La vie est belle si et seulement si il est encore prévu qu'elle le soit, disons dès demain, quand quelqu'un lancera d'une main experte des pierres plates et la physique miraculeuse des ricochets ondulera jusqu'à la zone boueuse des nénuphars. Et là-bas aussi aura droit à son micro-frémissement de plaisir, comme à l'époque de la fête quand les mecs pissaient partout aux toilettes parce qu'ils étaient bourrés et à la fin on respirait ému cette touchante odeur d'ammoniac. Bon, le temps, le train, la neige habillent le monde en noir et blanc et dans la rue qui monte de la gare, les haut-parleurs diffusent des chants de Noël. Que demande le peuple? Pas juste la nature hospitalière, ni les flocons qui excitent l'enfance, ni les gaucheries gracieuses du bébé panda aux os et même pas 5% de salaire en plus sous condition de prix constant. Mais quoi alors, qui rende la vie en tout point vécue et surtout vivable? C'est très simple. Le droit d'errer sans contrainte sous les brises hormonales et peut-être un prénom placebo qu'il suffit de prononcer une fois par jour pour augmenter la durée des heures, 63 minutes et quelques dans le nouveau compute amoureux. Mais c'est comme dans la chanson quand rien ne dit au revoir et rien ne prend non plus le temps de mentir. À demain. Et tout continue provisoirement comme ici, une ligne laborieusement après l'autre. Et c'est affreux, comme on dirait simplement de la poésie. D'un autre côté, la poésie est un genre d'échelle qu'il faut grimper pour pouvoir ensuite la rejeter comme dépourvue de sens, Wittgenstein. Parce que maintenant, nous avons rejoint les hauteurs. Jadis, à la campagne, on appelait ça boire le lait directement au pied des vaches, dans des sortes d'alpages Milka mauves. Mais aujourd'hui, c'est juste se connecter à la fluidité fourmillante. Un tel, par exemple, vient de publier une photo de profil avec un pull à col norvégien, et un tel, une autre. C'est devenu difficile de suivre. Il y a trop de gestes non synchro, comme quand on claque une portière au mauvais moment et hop, doigt en sang, les urgences, 5 points de suture, si bien qu'il faut abréger les adieux. Donc Soi et le poème, on s'est réfugié dans la grange pleine de paille en espérant que ne s'y cachent pas seulement des rats, et dans notre ersatz d'étreinte impromptue, on théorise le désordre même de vivre. Par exemple, quelqu'un prend notre visage et le dirige dans sa direction. Rien ne dit bien sûr que ce n'est pas un mirage,
ou l'effet fiévreux de l'angoisse parce que nous aurions atteint le jour fatal. Après, ce sera trop tard, affirme la pub, l'âme de la guillotine en main, vu que demain est un autre jour, Scarlett O'Hara, si bien que chacun est tenté de tester son prénom fétiche et appelle. Et certains ont dû savoir déchiffrer et prononcer, ou avaient la voix méliflue qu'il faut, car voilà, des regards se retournent. Et les autres, il leur suffit d'envisager la suite. Envisager au sens de recevoir doucement l'absence au visage, c'est ça. Et donc, c'est le lendemain. Et ceux qui nous accueillent se comptent sur les doigts d'une main atrocement mutilée. Heureusement, il continue de pleuvoir, et ça fait cocon de plaisir ou parfaite caisse de résonance contre le zinc des toits, et il y a ce refrain qu'on fredonne en boucle, « Retire tes étriers d'argent et aide-moi à passer le temps », comme si ces lignes étaient un cliquetis de promesses ou le bruit spongieux des pas dans la terre trempée, ou n'importe quoi qui approche et arrive, accorde, accepte, selon la générosité légendaire et quasi alphabétique des verbes. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous venez de voir Stéphane Bouquet lire sur cette scène même, un poème de Le fait de vivre, un livre de poésie publié chez Champvallon en 2021. Cette lecture avait eu lieu le 30 mars 2021, il y a 4 ans. Stéphane Bouquet avait alors 54 ans. Il est mort le 24 août 2025. Dans ce poème, vous l'aurez entendu, le poète nous adresse une invitation. Il doit être pourtant possible de vivre passé le stade des adieux. S'il nous dit qu'il doit être possible de vivre passé ce stade, celui des adieux, il est un peu plus discret sur la manière dont nous devrions vivre ce stade. Et c'est pourquoi peut-être nous sommes réunis aujourd'hui pour le saluer à plusieurs, un peuple miniature, pour ainsi dire, aimanté par le mot frère, et la conviction partagée que le monde existe et que tout se tient. Nous sommes venus lui rendre hommage dans cette maison de la poésie où il venait si souvent et que nous remercions encore de nous accueillir. Un merci spécial à Olivier Chedançon. Autour de lui, pour ses premiers entretiens de la revue Poésie qui lui sont consacrés. Il ne s'agira pas, vous vous en doutez, de vous proposer aujourd'hui une journée d'études. Pas de commentaires, ils viendront. Son œuvre marquante appelle la reprise, la méditation joyeuse, la poursuite, la continuation grave. Il ne s'agira pas non plus de déballage d'impudeur, pas de selfie cet après-midi. Il s'agit de faire entendre des textes de Stéphane, lus par des écrivaines et des écrivains, dont certaines et certains soutiennent ici avec lui le nom de poète. Il s'agit donc de donner voix à son œuvre merveilleuse et durable. Il s'agit de l'accueillir en ménageant ses échos. Et donc nous appellerons tour à tour les amis qui ont bien voulu venir lire. Et le premier, c'est Jean-Christophe Bailly. Bonjour. C'est l'ordre alphabétique, hein. Ça me rappelle le lycée, mais c'est un peu délicat de succéder immédiatement à Stéphane. Hier, il y avait déjà une soirée qui lui était consacrée à la librairie L'Atelier, et 2 jours de suite, et bon, c'est comme ça, mais j'espère que ça va être sans fin d'une certaine manière. Et hier, donc, j'avais juste cité pour commencer un vers de lui que je vais reciter à nouveau, puisqu'il a un effet de commencement absolu, et c'est « Je déclare la solitude ouverte ». Voilà, c'est Stéphane. Et moi, j'ai choisi de lire simplement des extraits de ce long poème qui s'appelle « Bibliothèque des pluies », qui est récent, et qui est paru justement dans le numéro de la revue Poésie qui s'appelle Météorologie. Voilà. Est-ce posséder un esprit pluviose,
si l'hospitalité vers les noms mineurs de la pluie, crachin, bruine, ondée, grain, grêle, grésil, plège, qui font une sorte de free and fought hug, trempant tout lentement. Ramollit le pain, tord les livres, salpêtre les murs, empêche le linge de sécher, ou même, s'y s'ouvrent par surprise, les écluses tièdes de l'inconnu mousson. Et voici la rumeur du monde obscurément et confusément. Mon point de vue est d'être celui où la pluie s'exprime. Toujours tomber, rejoindre, s'enflaquer si l'on veut, dans le moment où nous serions mêlés ensemble. Un silence de pierre et de foin. Une libellule, elle aussi, silencieuse, la pluie sur le seuil de tomber. La pluie tombe, paraît-il, entre 15 km/h et 30 km/h, sauf si le vent y met du sien. Je crois que je préfère les pluies de petites foulées, celles qui font un bruit léger, chevreuil de pluie, cliquetis craintif des griffes animales sur le zinc, s'approchant avec une faroucherie ostinata. Je saute un passage. La neige tombe en moyenne, hors vent, à 3,6 km/h, en moyenne et en vertu de ses 35 formes de flocons. Le ralentissement de la neige lui fait franchir un saut qualitatif, amuissement, lentement, doucement. La neige augmente l'étreinte de l'air. Peut-on l'appeler, cette chantilly de caresse, la neige ou la neige nage. Et est-ce la raison pour laquelle, dans nos contrées du moins, où il neige plutôt trop peu que trop, la neige contient presque toujours une joie enfantine, une enfance que par mystère elle aurait su préserver et qu'elle viendrait sans arrêt réveiller en tombant, comme si il neige et on se sent à nouveau dans un emmitouflement d'enfance. Même le sérieux Wallace Stevens le dit, quand il neige toujours aussi une petite enfance heureuse, utopique donc, à venir. One is a child again. Nous revoilà enfants, mais ce qui se perd en route est aussi notable, le repos hertzien de la pluie. Il pluvine, pluviote, pleuvasse, ou plutôt le bruit de la pluie claudique dans la cour, pendant que le goutte à goutte de la perfusion ne fait aucun bruit, sauf le lentement du lointain horizon guérison. C'est comme l'autre soir. Le soleil a glissé sous la masse nuage noir, alors la lumière est devenue magie byzantine. Tout était subtilement trempé dans l'or mûr des icônes. On aurait dit l'heure de prier, et ce n'était finalement pas difficile de savoir quoi. Prête-moi un peu de ta survie, ou bien concrètement, fais cesser cet harassant hoquet. Tout ce qui existe est vivant, ai-je lu, même les draps jaunes hôpital, même le livre, même la lampe allumée dans la nuit, même la peur qui se tient tapis tout près derrière le halo électrique. Le moyen de l'apaiser, je peux demander de l'aide à l'ange nouveau, ASMR. Écoute et concentre-toi. Bruit blanc factice et en boucle de la pluie, mais proche sinusoïde de ton rythme cardiaque. Ondée douce sur un lac calme ou sur un ruisseau à pente lente. Bambou qui dégoûte. Je ne pense pas, dit-il, que trompe d'eau sur un toit de tôle te convienne. Et maintenant, tout doux, tout flou, tout dort. Ce texte avait été donc publié dans le numéro 191-192 de la revue, le numéro intitulé Météorologie, qu'avait concocté Stéphane avec Marielle Massé. On va maintenant voir et écouter une vidéo de Marie Borel, une amie de Stéphane de longue date. Et donc, je vais demander à Alain d'éteindre la lumière. Tous les dormeurs du monde sont pour les plantes vertes un sujet de conversation. 4 mots, 4 murs, un secret, quel secret? Parfum de caramel, saule pleureur de tendresse, brin de bruyère, pareil à lui-même malgré tant d'années. Tu l'as déjà dit. Punk, ultra-gauche,
reste de jour, lumière qui se meurt. Quel est le nom de cette ville? Corps froid dans chambre froide, clim à fond, des dessins de pipistrelles, passacaille, fugue en ut mineur, mystigris. Anesthésie. L'air est pur, la vaisselle lavée, le ciel n'est pas fêlé. L'épais troupeau humanité a de la patience à revendre. Lassitude de type Baudelaire. The sea was calm and the sunset banal. Ton sourire léger alors dans la pierre reverdie. Orange du matin, si près de l'amour et des tombes. Un jour de neige, un parapluie retourné dans une bourrasque de vent. Ô solipsisme. What do you know about Manubin's buffalo? Manubin's in fact never had a buffalo at all. He had 2 gators though. Ce matin, au jardin tropical, tu apostrophes le soleil en syllabes italiennes. Il y aurait quelque part et il y aurait quelqu'un. Et voici la lumière, et voici le brouillard. Réponse du soleil suisse. La Suisse propre et soleil, et sage, et tranquille, et lacunaire, et paradis des luthériens. Commentaire des cigales. Rapine lyrique, syllabe de contrebande, promeneur oiseau, fidèle aux 2 bleus. Ton sac à chanson, lamentation, tangue un bateau. Hier, les nuages et le soleil ciel, des oiseaux favorables sur tes lèvres, pensée autre du verbe soleil. L'été, à l'horizon dont l'autre face est la lumière dorée, la langue se replie. Solitude de plomb, dirait Lorca. Rose trémière, passe rose, pause. Cette mauvaise herbe magnifique de l'île de Ré ne sera plus visible à aucune fenêtre, sous aucun ciel de ce monde. Dehors, l'air blanc virait au bleu crépuscule. Une allergie violente, overdose d'huile essentielle de cyprès, donc exit la Suisse. Toi, boudeuse récalcitrante, instable, secrète, distante, froide. Pourquoi? Où t'en vas-tu? Tu auras vu dans les cyprès les lucarnes changer de place, et au cœur de la flamme verte, noire la mémoire des tombes. Que reste-t-il des bribes derrière les jours et les langues, sinon quelque Elvire ancienne au seuil de l'opéra? Je voulais prendre un train et rouler vers le sud. Un costume de poème, Northern hemispheric tuxedo, dark blue like night owls. amour d'essence. Toucher est le moins loin de l'âme, et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Le monde meilleur, ou simplement le monde heureux qu'il voulait toucher, commençait par le verbe embrasser. C'était son printemps à lui, c'était ses chemins. Il dit « Aucun monde n'est le nôtre ». Lorsque la branche heurte la branche dans le dernier poème, le monde est accompli, et parmi les citrons, ton cœur suspendu. Et maintenant, Alessio Baldini, ou comme il est dit dans Tout se tient, Adesso Alessio. Merci. Donc je vais lire 2 poèmes de Stéphane dans l'année de cet âge, son premier livre, son premier recueil. Et ensuite un texte que j'ai écrit ces derniers temps. Poème pour des vagues. Dans les vagues où je joue aussi, clapotent des garçons étroits et bruns. Il y a des chances que je vais mourir, sans plus pouvoir en toucher un, ou bien très tard la nuit, quand la ruine que je deviens se sera un peu effacée. Poème pour les vagues. Je glisse ici un chant intime pour un sextueur de voix
Au fil du carrousel des ans, je suis chacune, surtout celle-là qui attend, ou celle qui se jette entre violette et étang. C'était Noël à Granville, nous étions à la lisière du Cotentin tant aimé. Un jour, patiemment, j'ai réussi à l'emmener à la plage en début d'après-midi. Nous étions devant les vagues, le vent sifflait comme à toute heure, comme une consolation venue nous inspirer de loin. Son chapeau en laine rouge, blanc et bleu, et ma doudoune grise, qui était désormais à lui, l'emmaillotaient. Il avait l'air d'un enfant. Oui, tu as raison, je l'ai toujours cru aussi. Un enfant qui attend une glace ou d'une barbe à papa rose dans le bec d'une mouette. Nous étions devant les vagues, mais je ne sais si nous les regardions vraiment. La marée était si basse que tout pouvait avoir une fin, que tout pouvait avoir une solution, que tout. Qu'il se pourrait que nous sortions un jour de la syllabe orpheline d'une classe vagabonde de mots, que je le recueille un autre jour dans un thé au milieu d'une île profonde, que l'espoir, sentiment vaguement fruité, tendant irrémédiablement moisi, nous ramasse. Espoir, étymologie dubitative farfelue jongleuse, dans le vide sidérant intracrânien, espoir qui expire comme les pseudo-ex de Tanger, les botox de décembre, les Xanax et tous les X des inconnus fortuites dévoilés. Douleur arithmétisée qui ne rime à rien. Espoir final d'un jour qui est une lettre cachetée. Espoir d'anachorète de la nuit, façon Novalis ou Young, plutôt Novalis. Espoir d'allonger, soigner, poursuivre, prolonger l'étreinte. Pendant que Lausanne bannit les signes et les poètes cancéreux, exit les andromaques, je pense à vous, pendant que les gens, amis, collègues, oncologues, cousins, machins, lavent le linge, la rancune, l'admiration, exécutent, délibèrent, jouent la scène, disparaissent, ragotent, arrêtent même de me parler parce qu'ils découvrent que je suis avec lui, qui a rarement mâché ses mots, et moi aussi. Pendant que fais-tu ou que fais-tu, disait-il, l'air apotropaïque d'un rite trisyllabique mâché à longueur de journée. Je fais suivre, me débrouille, assure, assume, m'emmerde, dis-je. Pendant que j'arrache, creuse, signe, cherche, range, ne jette pas. Cherche le refrain pluvieux à repêcher, m'accroche à une nuit de velours où nous jouons à cache-cache. Un oiseau favorable viendra me dire qu'il trace la route, cherche l'ogive, rentre dans le poulailler, pendant que, fracas inaltéré d'un jour sans trêve. Un jour à la maison de la poésie, à la baraque Popo, comme on disait, entre un nounours et un Clément Marot, conversation, le principe poétique, la poétique d'une vie sans parole, cacher sa cicatrice parmi les haleines d'un chenil, il la lèche, langue panacée, nez humide dans les oreilles, et puis voilà, yeux de verre, estomac troué. Nous étions donc devant les vagues, tout à coup, j'ai songé à me faire engloutir dans ces vagues avec lui partir à la dérive, qui est un concentré de vie, ou plutôt un climax de désespérance qui n'est qu'une sorte de bouffée délirante, de délivrance vitale et annulation heureuse des contretemps des jours. Car je serai ponctuel quand tu seras nuit, je serai de ton côté à déceler les années de beaucoup d'insomnie et de pas calme, j'aurai ce visage que je sais ne pas avoir, je dirai des mots à peine pour t'arrêter sur l'unique limite qui disparaît. Éteins la lumière. Il était accroupi devant l'océan, les nuages ne savaient pas qu'ils étaient des nuages, les crustacés étaient en grève, Normands et Parisiens s'affairaient au marché. Il ne bougeait pas, il écrivait. Dans une bulle, disait-il. J'ai imaginé que la ligne de crête labourée par les vagues délimitait la longueur de son vers à venir, dans sa bulle couvée, dans l'accroupissement tendu, allongé, raccourci, tracé, soupiré, promis, juré. Je rêvais d'être grain de sable dans ses mains, devenir huître, mourir à la mer, disparaître dans son poème. Lui la sèche, l'encre noire secrétée sur le sable, sur moi, pendant que nous deux, éternisés par les vagues, jour après jour, dont l'axiome de la mer qui brasse, récupère, disperse, sauve. Stéphane éteint la lumière. Stéphane. Les deux poèmes de Vague qu'Alessio a lus sont extraits du
premier recueil publié de Stéphane dans l'année de cet âge. Et on va écouter maintenant Pascal Bouénic, n'est-ce pas ? Donc je ne vais pas lire un texte de Stéphane, mais je vais poser une question en prose. Il faut toujours un peu de prose avec la poésie. C'était au milieu des années 90, en 95 peut-être, chez un ami. Si je me souviens bien, il y avait des étudiants et des gens des cahiers du cinéma. Stéphane Bouquet écrivait déjà dans la revue. Il venait d'avoir 27 ou 28 ans. Il était très beau, on le regardait beaucoup. Mais la chose qui me revient immédiatement à l'esprit, c'est la surprise que j'ai eue en entendant sa voix pour la première fois. Il est toujours étonnant d'associer une voix à un visage. C'est un étrange précipité. Ça peut passer de façon anodine, mais pour Stéphane, ça a été un sursaut. Le timbre, le phrasé et cette mélodie très particulière qu'on pouvait au premier abord trouver un peu maniérée, si elle n'avait été aussi désinvolte et finalement aussi joueuse. Nous avons parlé. La conversation était essentielle pour lui. C'est d'ailleurs un moteur important dans son écriture, y compris poétique. Je ne conçois pas de livre sans la base continue de la conversation, a-t-il souvent dit. Revenons en 95. Stéphane n'est pas encore poète. Et j'entends cette voix, très rythmée, une ligne mélodique, une densité qui donne un relief fou à ce que Stéphane dit. C'est le moment où je filme beaucoup les poètes, Fourcade, Roubaud, Stéphan, De Guy, Crangot. J'ai l'oreille un peu aiguisée et il y a dans les phrases de Stéphane des accents, des coupes, des rejets, des contre-rejets qui laissent penser qu'il y a dans ses lectures de la poésie ou qui laissent entrevoir la trace ou plutôt la place d'un texte pas encore écrit. C'est drôle d'avoir connu un poète, un de ceux que je lis, un de ceux que j'aime tant, avant qu'il ne soit poète. Alors que fait un poète quand il n'écrit pas de poème ? Concernant Stéphane, il écrit de la prose, c'est ce qu'il faisait au Cahier puis à Libé, en pensant peut-être à la poésie. Comment savoir ? Je dirais que c'est probable. Et je me demande, faute de le lui avoir demandé, quand a eu lieu le déclic de la poésie ? Je ne sais pas. Mais je note au passage que Stéphane établit toujours dans ses écrits une tension, prose et poésie, souvent ensemble, comme une polarité nécessaire, comme un double fond. Saut dans le temps. Nous sommes dans les années 2000. Stéphane a publié son premier livre chez Champvallon, Un monde existe. Et un jour, alors que tout semble bien organisé dans sa vie, il m'annonce, comme il va le faire avec tous ses amis, très fermement, solennellement, qu'il décide de tout quitter. Libé et les cahiers. Qu'il abandonne ses travaux, qu'il appelle de façon provocatrice travaux alimentaires, mais qu'en vérité il aime bien. Je pense d'ailleurs qu'ils sont le terreau de textes très importants, comme Un peuple en particulier. Je me souviens de ce moment, de sa détermination et de l'admiration que j'ai eue pour le risque, le style de vie qu'il se choisissait. Il allait se consacrer à l'écriture de poèmes. Aujourd'hui, en écrivant ce souvenir de voix, je me pose la question, est-ce que c'est une histoire vraie ou est-ce que c'est une reconstitution, cette voix ? La voix du jeune homme de 27 ans parlant de tout et de rien, je m'en souviens comme si c'était hier, ça ressemblait à un poème, à un de ses poèmes. Et je tombe alors sur le passage de l'un de ses derniers textes, écrit il y a 2 ans, dans Neige et Écran. C'est une sorte d'art poétique. Stéphane raconte le choc qu'a constitué pour lui un film de Montero, Blanche-Neige. C'est adapté d'un texte de Robert Walser, écrivain que Stéphane adulait. Le film est stupéfiant. C'est pour la plus grande partie de l'image un écran presque toujours noir. Et au son, la voix, c'est le texte de Walser. Et voici ce que Stéphane écrit du jeune homme qu'il était alors, lorsqu'il découvre ce film. Il sentait qu'il fallait protéger le texte contre l'image. Il ne savait pas encore qu'en fait, il voulait protéger la voix qui est au fond du texte. Protéger la voix qui est au fond du texte, la décider, la fermir, envers et contre tout, et envers, bien sûr. C'est une décision de soi que Stéphane a prise.
Quand a eu lieu le déclic de la poésie? Peut-être que le récit autour de ce film est un début de réponse. Stéphane, frère de l'eau et de la lumière, qui était le destinataire de ta poésie et qu'est-ce qui se passe lorsque ce destinataire disparaît? C'était la question au centre de notre dernier entretien fin juillet sur Tout se tient. Pasolini t'a devancé par son écriture qui s'élève du substrat de la joie, abjoie, en partant de la joie et du joie, jouissance. Or, le constat dont tout se tient, constat du milieu de la vie, du milieu du parcours poétique qui intervient dans la cinquantaine, est que l'utopie du poème comme lieu de la joie s'effondre, au moins dans le sens que tu lui avais donné. C'est parce que le monde avait changé de manière désespérante, parce que l'époque avait changé, parce que le poète que tu es avait changé à travers le temps, tes lectures et tes méditations. L'utopie du poème, déployée dans un monde existe, le mot frère, vie commune, les amours suivants, le fait de vivre, avait été possible grâce à cet engloutissement sensoriel dans le monde, où la libido sexuelle était à pied d'égalité avec la libido d'écriture, même si le sexe n'atteignait jamais ce point de fusion, me disais-tu, que l'écriture pouvait combler. L'énergie sexuelle a été la matrice de ton œuvre, motrice de la joie, jusqu'à tout se tient, où intervient un basculement, et cela bien avant la maladie, annonçant une césure, la transition vers une nouvelle poétique. La célèbre phrase de Celan, « Le monde est loin, il faut que je te porte », continuait à te fasciner dans la mesure où la question était devenue si le poète doit porter le monde ou le monde le poète. La question était devenue qui doit porter qui? Et la réponse dans tout se tient penche vers la seconde solution. Avec la baisse de l'énergie sexuelle, première source de possible joie, même si la sexualité n'avait pas disparu de ton livre, c'est le monde qui devra porter le poète. Ton livre réévalue la question du possible paradis déployé dans ton œuvre, celle de comment être présent à la présence du temps, maintenant que l'utopie de départ se dissolvait. Ce paradis s'articule dès lors de deux façons, tantôt comme quelque chose de noir, une misère, tantôt comme quelque chose d'encore possible, une île intermittente à l'horizon, atteignable, où l'on éprouve la sensation, comme tu disais, de pré-paradis. Tout se tient est donc un livre d'abandon et en même temps le lieu où certaines choses sont préservées. Livre de l'ouverture d'une nouvelle période dans ta vie, d'une nouvelle poétique qui s'annonce. Abandon de la consolation, de l'espoir des caresses, de l'idée de la proximité, parce que les destinataires initiaux, les corps de désir, maintenant que tu avais trouvé un bonheur, avaient disparu. Alors que ton œuvre entière était intégralement dans cette adresse, dans ce tu, ce visage, ces corps à désirer, le désir d'être aimé. L'adresse comme une flèche qui sous-tend l'arc du poème. L'idée capitale d'avoir un destinataire d'égal à égal. Or ta vie, et encore une fois bien avant la maladie,
et le poème qui était lié, on était venu à un espace-temps où il n'y avait plus de destinataire, où le poème a commencé à se risquer dans la zone de l'errance. Je pense à la phrase de Dante. Au milieu du chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure. Tu étais dans cette forêt obscure, celle où articulait une parole sans destinataire. Une forêt où demeuraient quelques brèches vers un monde qui t'invitait à te porter, comme lorsque tu fusionnais avec le sublime du paysage ou avec la lumière à laquelle tu avais consacré un texte sur Plotin, où l'âme face à la lumière se remplissait de joie. Toute la question dont tout se tient, question qui désormais demeure ouverte, était donc de réimaginer le destinataire, de déplacer le centre même de ta poétique, un exercice de sensibilité et de pensée où le parcours poétique de Pasolini a fonctionné comme un exemple. Stéphane, frère de l'eau et de la lumière, éternellement jeune, plein d'audace, ami intense, fidèle et loyal, ami perspicace d'une exceptionnelle vivacité d'esprit, Stéphane frère combatif, force de caractère, ténébreux, méfiant, secret, voire timide, mais aussi tout le contraire, ouvert, franc, testant la limite, charismatique. Frère de l'intuition, t'es plongé dans l'impalpable, l'invisible, le complexe. Étant contemporain et lié par différentes choses ayant trait à nos destinées, tu as été celui qui me devançait, avec qui je pouvais tester la pertinence des hypothèses poétiques. Ami capable de me révéler à moi-même à travers mon écriture, tout comme j'ai tenté d'être pour toi cette lectrice capable de te révéler à toi dans tes processus de métamorphose et de redéfinition vers quelque chose de plus absolu. Stéphane, et je reviens d'une autre façon encore à la question initiale de l'adresse, premier destinataire vivant de mon écriture, comment vais-je avancer maintenant que tu n'es plus là, même si ton horizon demeure ? Ariane Dreyfus. Ramer à deux, un bateau, l'un sait les étoiles, l'autre sait les tempêtes. L'un guidera par les étoiles, l'autre guidera par les tempêtes. Et à la fin, tout à la fin, la mer, dans le souvenir, sera bleue. Quand j'ai envoyé à Stéphane ce poème de Rainer Kunze, je ne savais pas alors que la mort allait le faire passer dans une autre embarcation que la nôtre, que nous serions réunis pour contempler le souvenir, voir que la mer était bleue, et relire ses lettres pour revivre sa présence dans ma vie, refuser que les souvenirs soient autrement qu'au présent. Il avait une telle conscience de l'importance du présent. Ainsi, ces quelques mots en réponse à une lettre inquiète. Comme je sais que tu es toujours projeté vers l'avenir plutôt que de sucer jusqu'au bout l'os du présent, je conçois que cela soit très difficile pour toi. C'est pourquoi je te conseille toujours de rester le nez collé sur les jours qui passent, de continuer à respirer dans la matinée des choses, continuer à croire que chaque jour est encore une promesse, encore une noix d'inattendu qu'on tient dans le creux de la main et qui est douce et un peu réconfortante comme la coque d'une noix qu'on fait tourner dans la paume pour nous reposer de la peur. Comme un petit caillou qui nous dit qu'on est vivant.
Rares sont les poètes d'aujourd'hui qui travaillent l'image avec une telle gravité, avec une si tendre gravité, avec la conscience que c'est une façon d'accroître nos contacts avec le monde, de le sentir davantage là et de mieux le partager, nous qui sommes au fond des bêtes craintives qui aimeraient tant avoir confiance. Comme il le dit si bien dans son avant-dernier recueil « Le fait de vivre », par ce moment heureux et déchirant, je cite, « Et puis quelque chose se passe, un rien, comme si une femme trouvait que le drap a été mal tendu sur la corde et l'étire mieux, pour qu'il sèche plus vite sûrement, et finalement parce qu'un geste a été fait, notre cœur n'est plus ce lapin terré derrière les côtes, quémandant de son museau qui pointe, la main tenant ou tendant, l'herbe fraîche, regarde, j'ai déposé l'herbe dans ta cage. La poésie est bien un geste qui espère tout autant qu'il donne. Écoutez cette phrase toujours dans le fait de vivre. Toute phrase est une biche qui attend le cerf. Elle dit l'incomplétude et pourtant elle est si magiquement belle qu'on désire à peine au-delà d'elle, mais le désir bien sûr est encore là, sera toujours là pour l'ouverture, comme Stéphane l'exprime par le titre du dernier poème de Tout se tient, « Je suis une porte entr'ouverte ». Il se laissait ouvrir par la moindre parcelle du monde. Il avait beau commencer une lettre de l'été 2005 ainsi, peu à raconter quant à moi, ma vie étant des plus monotones, très vite écrivant, car je crois que le regard ne lui suffisait pas, l'écriture l'accomplissait, il nous rappelait que rien ne vaut la vie vivante. Je cite, « Je suis partie en vacances une semaine dans le Tarn et des garçons faisaient de la moto sur les terres poussiéreuses des collines. Dommage pour le bruit, mais pas dommage pour l'existence qu'ils rajoutaient au monde. Pas dommage pour le soulignement de chaque chose qui naissait grâce à eux. Plus intense les bosquets d'arbres où passait leur beauté propre. Et ce jour au village où je les ai regardés des heures, je dis ils, mais c'était d'autres, jouer aux boules, et je ne pensais pas, ils sont loin et inaccessibles, je pensais, ils vivent, quelle merveille, qu'ils existent encore, qu'ils se survivent encore, que tout cela me soit encore confié. Je le garde, oui, je le garde et je le protège. » Il avait besoin de dire et sentir le monde pour s'en envelopper et se laisser bercer par toute la vie vivante qui le constitue. M'avait frappé une phrase entendue dans un film de Brissot et que je lui rapportais car elle me faisait tellement penser à lui. « Je suis un berceau qui se balance au-dessus de la tombe. » Autre parole qui me fait penser à lui, cette réponse de Colette, questionnée ainsi. « Pour vous, Madame Colette, la vie a-t-elle un sens ? Et même un sens unique, je pense. Elle ne va que dans un sens qui est de quitter la vie. Qu'appelez-vous un sens ? Pourtant, ce sens unique, Stéphane n'a cessé d'écrire pour le prendre en sens inverse. Extrait de Dans l'année de cet âge. Je nettoie la cuvette des WC, je frotte avec l'espoir d'insensé de retrouver la peau immaculée d'avant. Espoir vain, comme le dit ce livre élégiaque, mais il y a dans d'autres des moments très plaisants où il fait pour ainsi dire l'éloge du ménage une fois qu'on l'a fait, parce que c'est à nouveau un matin dans l'appartement, une vision et une sensation de premier jour. Même se couper les ongles, motif qu'on retrouve plusieurs fois, par ce désir sans doute que rien n'échappe à la poésie, elle est désormais dans ce sens. S'il constate à ce propos dans le premier livre, livre de la mélancolie et de la solitude, « Je me coupe les ongles des pieds, ils sont moins parfaits qu'avant, la kératine des pouces a cassé, les petits doigts sont quasi sans écailles. Je vois bien que partout s'insinue l'épreuve de la mort commencée. » Il écrit dans le poème final de Tout se tient. En attendant, se couper les ongles durcis est une façon, comme une autre, de remettre le compteur à zéro. Même s'il aspirait plus à l'horizontalité qu'à la verticalité, j'ai envie de dire que Stéphane, qui se dégageait de plus en plus de la mélancolie, a été arrêté en plein vol. Je vais maintenant, pour finir, vous lire le deuxième poème de Rainer Kunze que je lui avais envoyé en même temps, ce jour-là. Tu le sais en un lieu lointain à l'heure qu'il est, par la raison tu comprends son éloignement. Tu sais qu'il y a entre lui et toi un ciel de soleil et un ciel d'étoiles.
et pourtant tu n'en finis pas d'aller à la fenêtre. Désormais, chaque page de Stéphane sera pour nous une fenêtre, à travers laquelle on peut le voir s'ébattre dans la langue si ouverte à la vie aimable qu'il nous dit de ne pas oublier, malgré le chagrin qui nous retient. Voilà, on va maintenant écouter, merci Ariane, on va maintenant écouter un poème que le poète Peter Ghezzi, qui est un poète ami de Stéphane et que Stéphane a traduit au moins 2 fois chez Corti avec Archéophonie et maintenant Le Noir. Et Peter, qui est de l'autre côté de l'océan, nous a envoyé un poème que je vais vous faire entendre. After Catullus, I arrive somewhere. No map, just noise, a sparking neon humming its blue ruin through salt bright water, wind of fragments, old voicemail. I arrive somewhere, brother, ghost at the edge of a mute park, a place no longer place. I end up weeping, the air a gray tissue, your name stains. They say your ash, fine, still. I speak to the urn, to the cold, to a thing that holds what used to flame. They took you mid-song, wrong time, wrong night, no fix for that. And now, what remains? A clumsy ritual, a silent bouquet, the hard candy of tradition, these thoughts unfinished on the tongue mid-bloom. So here I am with this sad gift, some spare change, small coins. I drop the offering into an abyss. Brother, still that word, even now, even here. The tears show up late like drunks, like money. They ruin silence. I let them. So this is it. You're the after, I'm the echo. Hail and vanish in the godless shine. Brother, no brother, still brother. Voilà, je vous montre le poème, qui est un poème dans la manière de Peter Ghezzi, assez, avec des vers très, très brefs. Et évidemment, comme il est destiné à Stéphane, eh bien, Stéphane ne le traduira pas. Et il se finit par le mot « brother », qui est un mot aussi important dans la poétique et dans l'éthique de Stéphane. Brive, frère, non-frère, frère encore. Oui, j'ai cité Archéophonie et maintenant dans le noir. On va maintenant écouter Cécile Ménardi. J'atteste ici de la réalité du monde, c'est le plus bref serment possible, et s'il faut un tampon officiel, je sous-signer moi, singularité quelconque, certifie les choses de toute leur existence, écrit S.B. dans le fait de vivre, faisant du serment un performatif pur, pur performatif de la vie, pur performatif de l'existence. Plus performatif, c'est impossible. Plus performatif, et là j'ai l'impression d'écrire comme lui, tu meurs. Et moi j'atteste ici de la réalité de sa mort. C'est le plus bref serment possible, le serment le plus stérile et le plus triste, mais le seul qu'il m'ait permis de faire quelques semaines seulement après sa disparition. Pourtant, poursuit-il, l'absence s'est multipliée depuis et c'est comme d'errer désormais dans le long deuil qui vient avant mourir. Cette conscience de la mort, c'est quelque chose qui s'en rapproche, qui n'est pas totalement conscience ni intelligence, encore moins peur ou hantise, car chez lui la mort n'est pas un événement final, plutôt un processus continu de perte, de rupture et d'absence. Ce deuil d'avant la mort
mélancolie inéluctable, comme si SB, en absolue mélancolique, s'interdisait d'employer ce mot, ce deuil atmosphérique, intransitif, sans objet, sans mobile apparent, mais qui est l'ombre portée sur presque tous ces textes, anticipation silencieuse, cette porosité au sentiment de mort qui décuple chez lui le désir, l'appétit de vie, de vivre, le sexe, l'étreinte, le paysage, le monde enfin touché, c'est quoi ? Est-ce par là que le sentiment d'exister s'éprouve au plus fort ? Est-ce par là que l'écriture lui advient ? Il doit pourtant être possible de vivre passer le stade des adieux, écrit-il à un autre endroit de ce poème, anticipant ces mêmes adieux, mais quels adieux ? Phrase, diamant, testamentaire qu'il nous laisse comme une clé, peut-être comme un viatique, pour survivre à sa perte, supporter sa disparition, toute disparition. Ainsi, par ton œuvre, nous donnes-tu les moyens de vivre sans toi ? L'avais-tu anticipé ? L'avais-tu prémédité ? Ta mort est-elle cette préméditation ? Jusqu'à quel point peut-on se demander qu'elle l'ait été depuis tes tout premiers textes ? La mort préméditation poétique de l'écriture. Oui, ta mort est-elle cette préméditation, comme on le dit d'un crime, d'un homicide, cette dernière station de ton œuvre, cette dernière des 10 stations, toi qui écrivais en 3 mots, méditation, est-elle ta méditation ultime, inséparable de l'œuvre, que l'œuvre suppose, contient, pose comme un axiome et qui en retour l'ouvre à elle-même. Certains font de leur vie une œuvre. Fais-tu toi, SB, une seule et même chose de ton œuvre et de ta mort ? Oui, fais-tu de ta mort sinon ton œuvre, mais la condition d'accès à celle-ci, la plus courageuse, la plus radicale, la plus majestueuse des conditions. Désespérément, hélas, pour reprendre encore tes mots, de tous les mecs inaccessibles, tous ces mecs que tu invoques plus que tu n'évoques, t-shirt décoloré de sueur, ces mecs qui, dis-tu, transforment tout en regret, tu es maintenant le plus inaccessible de tous. Mais clignote cette lueur d'espoir dans tes poèmes, car si ceux-ci sont une manière de faire durer ce qui est parti, de construire une mémoire qui résiste au temps et à l'oubli, et de conjurer et de faire taire la fin de tout, alors permet que je fasse cette hypothèse que ces mêmes poèmes ont le pouvoir de ne pas te donner pour entièrement mort quelque chose de pasolinien qui dirait non plus « invece di morire scrivo su di voi », mais « invece di essere morto scrivo dentro voi tutti ». Marielle Massé. Si nous aimons tellement Stéphane, c'est parce qu'il est extraordinairement aimable. Si beau, si doux, si attentif, si drôle, si étonnant, infiniment tendre, infiniment intelligent. Mais c'est aussi parce qu'il nous fait aimer la vie, nous la fait aimer follement, sans démenti, sans peur. Et l'amour de la vie, dans l'œuvre et peut-être dans l'âme de Stéphane, c'était et c'est avant tout l'amour de l'amour. Le désir, la caresse, le baiser, la peau, la sueur, la pénétration, la merveille du corps. Et avec l'amour de l'amour, tout vient. Le bonheur des paysages qui courent se blottir contre nous comme une portée de chiots. La joie de l'océan, c'est-à-dire le miracle de la marée, qui nous rappelle 2 fois par jour l'absolu bonheur d'être étreint. Le plaisir des visages et des rencontres, comme un dangereux débarquement d'espérance.
la douceur de la conversation qui sait nous faire habiter à plusieurs dans des phrases, et jusqu'à la politique, à la vie commune, dont l'amour est en quelque sorte une forme simple. Alors j'ai choisi de lire un poème d'amour, un monologue d'amour en fait, monologue de sexe et de bonté, parce que l'amour est, pour de vrai, la seule chose qui compte. Certains disent que la main qui caresse ma peau déclenche une chaîne de nerfs électrisés et le sentiment d'entrer dans la durée interminable. Quelque chose maintenant va traverser tranquillement la mort. Et pas seulement. Certains disent qu'un sexe qui gonfle, un sexe plein de veines, contient tous les verbes en venir, de, ou pro, ou re, ou survenir, et pas seulement. Certains disent que sucer quelqu'un égale couver avec délicatesse toutes les vies qui se déroulent sur la terre, la vie de l'apprenti ouvrier dont les mains s'abîment vite, la vie du footballeur professionnel, la vie de la caissière qui attend 22 heures et court vers le RER de 22h19, toutes les vies maintenues dans la bouche avec précaution, prudence, compassion, et pas seulement. Certains disent qu'être pénétré permet de dépasser et de savoir ce qui se passe au-delà de la simple frontière et de devenir comme étranger, un étranger qui sourit en soi, qui à la limite bâtit une cabane dans le nouveau pays, qui à la limite parle déjà dans une autre et meilleure langue, une langue pleine de conversations, de mots qui deviennent des actes, d'utopies temporairement réalisées, et pas seulement. Chaque fois qu'il le fait, il cherche un indice de pourquoi il veut le faire, pourquoi il ne pense qu'à le faire, pourquoi toute sa vie est sans autre ambition. Certains disent que le faire est comme prononcer à répétition le mot « oui » de réconciliation générale, une armistice de la respiration. Florence Moreau. Je vais vous lire un extrait de Neige Écran. Je nagerai dans beaucoup d'autres rivières et fleuves et dans bien des mers, car j'ai une passion pour la force de l'eau, pour sa façon de nous étreindre et de nous emporter. J'ai une passion pour tous les mots en fleu, fleuve, flux, fluide, flotter, flocon, fleurir, effleurer, effluve, méliflux, et même pantoufle, et toutes les consonnes liquides. Émile Benveniste, le linguiste dont j'ai parlé déjà, dit quelque part que le mot rythme vient d'un mot grec, rhythmos, qui voulait dire le cours de l'eau. Quel hasard, ou si ce n'était pas un hasard. J'ai une passion pour le rythme donc, dans sa version force fluviale. J'ai un goût immodéré pour la façon dont le rythme nous étreint, et un goût excessif aussi pour les étreintes, et même les images d'étreintes. Un jour, un ami m'a envoyé une photo et j'ai su aussitôt que c'était la couverture du livre que j'étais en train d'écrire. J'aime l'étreinte qu'on y voit et le fait qu'on ne sache pas si les deux garçons se désirent ou se consolent. Vu le titre de la photo qui a l'air de parler de catastrophe, ils se consolent plutôt. Mais désirer et consoler ne me semble jamais si éloigné. Dans cette photo, j'aime surtout beaucoup les deux bras mains au premier plan et qui mangent la photo, celui de la fille, celui du garçon. Cela rejoint ma passion pour les mains, pour le don que font les mains. J'ai lu quelque part, j'ai peur toutefois que ce soit dans un magazine chez le dentiste, que chaque être humain possédait sa hiérarchie des sens qui déterminait sa façon de s'engager dans le monde. Si c'est vrai, alors pour moi vient en premier le toucher, puis l'odorat. La suite du classement s'avère plus confuse. Entendre vient-il avant voir, ou l'inverse? Bref, c'est dans ce livre, Nos Amériques, que j'ai commencé à ajouter un nouvel étage à ma théorie poétique. J'avais eu tort de croire que le poème devait dire quelque chose, alors qu'il devait faire quelque chose. Faire quelque chose de ses mains,
Faire quoi? La même chose qu'un fleuve, tenter d'étreindre, couler vers, se jeter dans autre chose. C'était cela qui m'avait sidéré dans la question de Lénine, je crois, la solution qu'elle contenait sans que je le sache, que faire. Le poème, au fond, ne dit pas quelque chose. Le poème n'a rien à dire, il fait. C'est aussi pourquoi j'aime tant la citation de Ceylan, « Le monde est loin, il faut que je te porte ». Le poète ici porte, il fait quelque chose. Le poète est un verbe d'action. Même si finalement je ne suis pas d'accord avec Ceylan, je ne crois pas que le poète ait une responsabilité si grande. Je crois que lui échoit surtout et seulement de fabriquer des relations, des liens. Ou bien peut-être qu'il ne fait pas vraiment le poème, peut-être qu'il fait seulement faire à qui le lit. C'est ce que répète le Christ dans ce film de Pasolini. Je suis venu pour vous toucher. Et toucher dans ce film a un sens très concret, très sensuel. Le film touche concrètement grâce à la multiplication des zooms qui s'avancent vers les visages. Le cinéma, à mon sens, est un grand art du toucher parce qu'il a inventé des dispositifs de l'étreinte. Le zoom, bien sûr, le travelling qui caresse le monde, mais aussi le montage alterné quand la durée des plans semble se resserrer autour d'un moment fatidique, ce moment où la bête désir saute sur sa proie, par exemple. Le cinéma, donc, la danse encore plus. Je fus un spectateur passionné de danse, car me fascinait l'espèce de corps unique que semblaient constituer les danseurs quand ils se portaient, quand ils se tournaient autour, quand ils farandolaient, quand ils se glissaient les uns entre les autres, quand ils se retenaient au bord du déséquilibre, quand ils se rattrapaient. Promis si tu tombes. Stéphane écrit en amont de cet extrait de Neige écran: « L'obscurité de la poésie est une façon qu'a le poème de demander de l'aide. » La main du poème est donc humaine, humble, surtout vivante. Si elle ose demander de l'aide, c'est qu'elle assume sa propension au désir et son besoin de consolation. Le poème se jette dans les bras de l'autre, il mesure le vertige, risque le vide, cherche éperdu l'étreinte, celle de celui vers qui il se tourne et oserait le rattraper, le serrer contre lui. Un équilibre. Ce qu'il faut, affirme Stéphane, dans le fait de vivre, c'est pouvoir prononcer « c'est ici » de temps en temps coïncider suffisamment avec la proposition que nous font les choses lorsqu'elles courent se blottir contre nous comme une portée de chiot ou nous caresser façon vent de sable. Étreindre, verbe d'action à conjuguer au temps du présent, au temps du mouvement. Alors pourquoi vouloir quand même faire un film, interroge Stéphane dans Agnès et ses sourires. Précisément à cause de ce que nous apprend Agnès, le personnage. Ce qu'il faut, c'est faire, puisque d'une manière ou d'une autre, faire, c'est toujours le faire. C'est-à-dire inventer des conditions de possibilité de la joie, de l'insouciance, du bonheur, du pré que disaient les troubadours de l'utopie. Le poème n'a rien à dire, il fait. Pour Stéphane, le fait de vivre. J'appelle Jean-Claude Pinson. Jean-Claude Pinson avait dialogué avec Stéphane Bouquet dans le numéro L'agencement des mobiles, dirigé par Pierre Vinclair. Et ce dialogue était aussi une introduction à ce que leur poétique partage. Ami très cher, ami précieux, ami supérieur, Stéphane, plutôt qu'un ami très proche, était pour moi, pour le dire en langue troubadour, un ami de loin, d'éloigné. De loin, parce que si nous nous téléphonions et échangions par courriel assez régulièrement, nous ne nous rencontrions qu'en ces rares occasions où il m'arrive de venir à Paris. La dernière fois, je ne peux l'oublier, ce fut le 19 juin. On se retrouva chez Compagnie, la librairie avec Alessio, avant d'aller déjeuner tous les trois chez Jaffar, un resto tunisien à 2 pas. De loin dans l'espace, mais aussi dans le temps. Parce que cela fait exactement 25 ans que nous nous connaissons. J'avais eu la chance d'avoir en main, un jour de février 2000, le manuscrit de son premier livre, Dans l'année de cet âge, Patrick Beaune de Champvallon m'ayant demandé mon avis sur le texte. D'emblée, je fus convaincu, séduit par la beauté singulière du texte. Une voix complètement originale déjà s'y affirmait, parlait pour de vrai, comme disent les enfants.
Devenu au fil des ans comme un frère, Stéphane, vu notre différence d'âge, aurait presque pu être mon fils. Mais à la fin, c'est plutôt moi qui écoutais ses conseils, comme peut le faire un fils. Ainsi m'incita-t-il à lire Ernst Bloch, Le Principe Espérance, me disait-il, est un livre pour toi que préoccupe tant la question de l'utopie. Il avait sur moi, parmi bien d'autres, cette avance-là de lecture. C'est s'égarer, dit-on, que de vouloir superposer l'homme qu'est l'auteur dans la vie et le sujet qui parle dans le poème. Soit. Impossible pourtant avec Stéphane de les séparer. Juste de vie, juste de voix, cette formule de Jacotet, et j'écris, lui convenait mieux qu'à quiconque. Et j'ai cru bon dans la foulée de rapprocher son visage de celui de John Hölderlin, tel qu'on peut le voir sur un portrait datant de 1792, évoquant cette lumière si singulière, cette joie guérisseuse qui émanait de toute sa personne. Joie guérisseuse, j'emprunte la formule à Stéphane, qu'il emploie lui-même à propos d'un autre portrait de Schiller, celui-là. C'est dans son livre « Un peuple ». Je cite ce texte, de Stéphane donc. Friedrich Schiller, autant avouer que je n'en ai pas lu une ligne ou presque. Mais sa silhouette émaciée, jeune encore, dans une librairie d'Allemagne, découpée dans un carton grandeur nature. Je feuillette longtemps les livres de lui posés à ses pieds, n'y comprenant presque rien. Et restant surtout dans cette sorte de joie guérisseuse. Il y a, dans son portrait, quelque chose qui existe toujours, une beauté, indécidable de quoi, qui déclenche un désir actuel. Donc, un signe n'est pas forcément vain. On peut représenter, nous redonner. C'est un tel, une telle, il est là, toujours actif. Par exemple, tu t'abandonnes à lui, tu appelles, il répond, il t'enrobe dans sa puissance. Je suis resté ainsi dans la librairie, dans Schiller, comme au cœur clément d'un royaume. Et je voudrais lire maintenant, extrait du Fait de vivre, un passage qui est consacré à la danse, que voici. C'est une sorte de nouvelle qui s'intitule « Ilse Laufer, chorégraphe de la page ». Presque plus personne ne se souvient d'Ilse Laufer. Pourtant, dans les décombres de la défaite, elle tentera de maintenir vivant ce que la danse allemande avait d'avant-garde avant-guerre. Toute son œuvre consistera, en hommage à Rudi, à mettre le langage sur la scène. Mais en RDA, on n'aimait guère plus l'avant-garde que sous le Reich. Dans un entretien qu'elle donna au journaliste Michael Verrückt-Kaul en 1953 à Rostock, où elle avait établi sa très modeste scène, Ilse Laufer explique. Depuis longtemps, depuis l'aurore de la pensée grecque, le langage était voué au temps. Il avait pour souci la mémoire et le retour. Mais aujourd'hui, plein du nouvel espoir socialiste, le langage doit se déprendre du temps et se livrer à l'espace qui désigne la seule route progressiste non soumise à la mémoire du futur. Il faut spatialiser le langage. Les créations de Laufer, pour autant qu'on en ait gardé trace, veulent toutes traiter la scène comme une surface d'écriture, comme une page. Dans « A-t-il encore besoin de pointe, le peuple ?» Laufer mettait à mal l'alexandrin. Les danseuses sur pointe comptaient 11 pas, puis sur le 12e produisaient un fouetté A, un entrechat B, une arabesque C, selon un véritable système de rimes A, B, C, puis B, CA, etc. Et puis la mécanique se grippait peu à peu, et puis finalement, les voilà pieds nus à courir très vite sur le plateau, à trébucher sur les glaçons qu'on y a glissés, raconte Hans-Klaus Fink dans ses macro-souvenirs publiés dans Annalen des Ostdeutschen Tanzes, Annales de la danse est-allemande, en 1994, époque où la mémoire de la RDA, récemment disparue, s'organisait.
Virginie Poitrasson. Je vais vous lire un extrait de Nos Amériques, les premières pages du livre. Dans le pays où je viens de m'arriver, par exemple, le premier jour sur le ponton de bois aménagé, banc et tout lavé sombre par la pluie, personne, sauf 2-3 jogging obsédés, une méduse molle de lumière tombe et mélange. La boue du fleuve et celle soufre du ciel, donc les coureurs à l'iPod, idem les gens des anciens paysages, respirent dans le poumon sépia des choses. La statue Liberté aussi s'enfonce, torche la première et s'efface. On dirait dans « Tu vois la cohue récupérer des morts et tout leur vacarme de revivre ». Le deuxième jour, des voix de 2 adolescents, vacillantes, c'est leur coming of age, leur à leur tour débarquement dans D-Day affolé. Leur vie n'a pas encore décidé, ils sont où aller. Là, des gestes, qu'on meurt d'envie, ils se parlent, leur anglais en équilibre, parfois aigu, s'avance très avant, très sans crainte, vers le visage offert de mon frontière. Le 3e jour, à Marcy Avenue, des échafaudages de poutrelles, tellement métro-aériennes, un couple de hassidim s'étreint avec une sorte de détresse. C'est étrange. Sous le couvert du métallique sombre vacarme, lignes G et M qui nous recouvrent, dans la forêt de fer du vieux Brooklyn juif, où aujourd'hui notre cœur de peuplade commun bêtement bat encore. Le 4e jour, la femme devait aimer son chien beaucoup maintenant, ce sac d'aboiements morts qu'elle promène avec tendresse le long du marché bio. Les gens, oh, dégoûtés, mais si, moi aussi, j'étais vidée lors de la poste-vie. Juste, il suffit de venir et m'ouvrir, et toi te glisser dans le sac de couchage de ma peau chaleur faisante, chaque nuit du futur. Le 6e jour ici, j'ai pensé, ne me lavant pas les mains à la sortie des toilettes, où je me suis sentie sauvée, c'est-à-dire la mort ici, est une personne non dramatique. Il, la mort, peut venir m'entourer doucement de ses jambes, jusqu'à mon corps promis de poupée molle. Et quoi ? Le mec qui demande à tous les passants si la 6e avenue est bien par là. Lui aussi ne sera pas perdu. Le 9e jour, un samedi, sticky sun, soleil de sueur sur le ponton, beaucoup en nombre de gens amassés dans la chaleur. Tu es avocat ? Non, pourquoi ? Tu fais si avocat, pendant que le fleuve frappe ici de sa fraîcheur et plus tard dans le désormais tendrement soleil. Quel genre de poème ? Le genre où quelqu'un, hésitation, respire le monde et le rend ? Breathes the world in and writes it out ? Sorte d'avocat alors. Oui, c'est vrai, je suis avec, et pour vous. Ce qui vous rafraîchit dans la main d'un autre me rafraîchit pareil. Le 10e jour. Le pilier du café cache le garçon, sauf ses pieds nus américains, sauf si c'est lui finalement le pilier. Et repos du monde, t-shirt bleu étroit sur des essais de simples phrases, par exemple « How are you doing ?» Comment es-tu en train de le faire ? Le pilier de garçon qui va nous sous l'abri de et vers que je viens de rater partir. Le 11e jour. Il récite un jinsei, ce genre de truc que les poètes japonais improvisent à l'extrême limite. Les paupières déjà quasi accomplies dans la pierre. Pas même une seconde, immobile, les choses en témoignent, dans les arbres, la couleur. Il y a aussi le crâne d'un chien cerné de mouches et l'élégie partagée. Now we are only dying. Maintenant, nous sommes seulement plusieurs adresses à la mort. Mes bords étant la maisonnette japonaise, bocal protégé de lumière, où tant d'enfants parlent yiddish émerveillés par les tortues. La petite fille rousse profonde, genre champ de fougères grillées, dit elle aussi à son frère le mot yiddish tortue. Dit regarde à son et à nous, offrant des brassées de survie au-delà de l'espérance. Le 15e jour, Welcome to the Midwest, he says. En réponse à regarde, les garçons ici, si healthy et corn-fed, maïs nourri,
le plus beau compliment selon moi. Eux aussi des prairies de refuge et de nourriture, ils nous laissent être un peu le, disons, respect divin des premiers indigènes. Nous habitons leur hutte de torse et faisons des poèmes de fumée. Après, ils partent vers des conquêtes plus blanches, le maïs saccagé et nous abandonnés dans les famines. Le 16e jour, je vérifie dans le jardin de la maison, bois blanc, l'étendue de mes connaissances en monde. Peonies, pivoine et dandelions, pissenlit. Le mot cardinal, même en français pour la première fois, je vois sa fugacité rouge. Crever la frondaison folle de sève d'un arbre, campus plus tard, pique-nique du commencement, bluegrass band, profondément planté soit pareil dans un parterre, de gens en entier respirables. Le 6e jour, la piscine, et derrière les panneaux de vitres sales, encore reçu l'appel des arbres. Viens, rentre dans la patrie d'ombre, accours à la convocation de frissonnante enfance. Mais bon, non, mon voisin de jacuzzi a le drapeau israélien tatoué sur l'omoplate. Ça tombe mieux, la terre aussi nous est promise. Sois le Messie bienvenu si tu veux. Le 6e jour, simplement, la pelouse, tiède de la nuit, les maisons sont rangées, en ordre, sur le parking désert, et sans risque, Wendy's est le seul magasin vivant. LGTPS resté dans le complice, règne d'esprit, comme si un visage silencieux, délicatement soufflait. Et telle est la nuit plus loin, et l'été, et le plus grand calme des choses. Alors on va maintenant écouter Fabienne Raffos, qui devait être là et qui malheureusement a eu un petit accident un petit accident. Et donc elle n'est pas là. Et donc elle nous a envoyé une lecture de traduction de Peter, justement. Et on va l'écouter à nouveau. C'est pas la peine, je pense, Alain, d'éteindre la lumière. Pour cet hommage, j'ai souhaité partager avec vous la voix de Stéphane, traducteur, qui rappelle dans une note de la Cité de Parole « La poésie est toujours traduisible ». Dire que la poésie est intraduisible, c'est ne pas comprendre ce qu'est la poésie. La langue n'est qu'un moyen de la poésie, elle n'est en rien sa fin, son but. Le but, ce serait plutôt d'inventer une forme de vie. Et dans une interview qu'il a accordée à Frank Smith sur France Culture, il dit ceci: « Traduire maintient pour moi un contact avec l'activité poétique, me permet de continuer à inventer des formes en me reposant sur les formes d'un autre. J'ai commencé à traduire dans un but totalement personnel ou pratique. Qu'est-ce que je pourrais réutiliser dans mon propre travail et qu'est-ce que ce poète peut apporter à la langue française ? Je ne veux pas déformer le texte source, je veux que le texte déforme ma langue. » Pour renouveler sa propre langue d'un côté, tout en gardant la ligne de son projet d'écriture de l'autre, Stéphane n'a traduit que des poètes proches de sa recherche. Par exemple, une poésie de la quotidienneté, Paul Blackburn. Une poésie qui renouvelle le lyrisme, Peter Gizzi. Une poésie pour se placer dans la conversation, James Skylar. Je vous propose donc une courte lecture de 2 poèmes. Le premier est de Peter Gizzi, le second de Skylar. Des tapis de prière et d'une brève histoire du portrait. Je me suis réveillée pour aimer, pour éclairer l'herbe, le lustre ingouverné de l'herbe éclairait cette fenêtre. Le jour est splendide, le jour est électrisant au bon vieux sens du terme, quand le monde veillait au coin du feu. Le feu fait rage, faisait rage, était en train de faire rage. La silhouette en vert fleurit aussi près de chaque brin d'herbe qui pourrit, chaque truie qui grogne, oiseau dépérissant avec un anome de verre, mots métamorphés, misant le verre, la menthe, dans la flamme, la chaleur du cerveau expirant de la vapeur, une buée de pensée, et les piles entassées, bûchées des archives de la pensée. C'est la besogne du feu. Je suis vivant aujourd'hui, oui, vivant, pas un être vivant, vivant avec les disparus, et les disparus vivant parmi les heures perdues, les visages perdus, les perdus qui trouvent. Des mèches
de fumée et des pousses perçant sous la pluie, de rage, vue pluvieuse, vacillante, éclatante. Ce chemin et ce panache, ce jour-ci, ce jour-là, où étais-je? Chaque jour un portrait, chaque jour un point, une pirouette dans le puits. Puissance, éclairage asymétrique et décentré, vivant par contraste, vivant pour concourir, enroulée en elle-même une voix hors d'ici, hors du temps, qui pianote sur la scène ou sur les chevaux de chemin, le synchro-flash d'être un moineau. Moineau totalement épuisé, pauvre petit moineau du temps figuré, colloque adressé, aplati, béatifié, tombant sur mes genoux. Pardonne mes petits plaisirs, je t'appelle sur le tapis près de la bibliothèque, cette silhouette tombant tout le temps, ne pardonnant pas, perdue. James Schuyler, décembre. Un sourire dans la rue peut suffire, pas la peine de déshabiller tout le monde. T'as pas visité les Alpes ? Non, mais j'ai vu du train qu'elles étaient noires et zébrées de neige. Avoir et donner, mais aussi apercevoir des traces qui sont des révélations. Avoir été tellement heureux est une promesse. Et si elle n'est pas tenue, c'est sans importance. Il va peut-être neiger, qui tombera doucement sur les cils d'yeux que tu aimes, et une joue froide se réchauffe près de la tienne en ce décembre sombre, familial, silencieux. Pierre Vinclair. Dernière lettre à Stéphane. Et désormais, tout a impitoyablement perdu de son importance. Même si, de tous les gens que je connais, et j'écris même si, histoire d'articuler, qu'ils soient poètes ou non, même si, cela aussi perd de son importance, nous sommes tous animaux dont le désir et la peur font pulser du sang au cœur, rougir les joues, gonfler les organes génitaux. Bien sûr, il y a ce filet de mots que certains lancent pour capturer au rodéo licorne. Radio chimère, mais ça ne change rien. Tu es le seul, Stéphane, 1, qui martèle « le poème est une conversation ». 2, qui décline vivre à toutes les sauces et j'aimerais qu'être mort pour toi, faire l'expérience du spectre t'aurait donné ce privilège, ne soit qu'une sauce encore, ou tremper le bout de gras. 3, qui mobilise cette prosodie étrange, un vers long, un vers court, le poème danse sur son pied beau. 4, par la grâce touchée. Tant d'autres caractéristiques te font un singulier poème, par ex, ce jeu presque enfantin, par ex. De même, les nombres en symboles, pas en lettres, dramatisant la chiffration comme un happening. Tires-tu la langue ? Un geste montrant sur la page que plus simples choses ont plus grande élégance, ou s'il s'agit de faire sentir l'urgence. Qui a le temps d'écrire sociologiquement, un poème peut orthographier les nombres, sauf que sait-on vraiment le temps qui reste et qui ne l'avait pas? J'aimerais bien t'entendre. Mais lister 4 caractéristiques à l'imprimante 3D des souvenirs y suffirait, tu crois? Consulter Instagram serait plus efficace. Je vais sur ton compte, te lis, jugeant Lettre d'Olivier Brossard, un livre qui fabrique une continuité chantante avec de la discontinuité bouillonnante, posté il y a 13 semaines. 13 minuscules petites fucking semaines. Tu étais là. Qui qualifie aussi les tiens, postant la photo d'une publicité pour l'église, « N'aie pas peur car je suis avec toi », signé Dieu. C'était pas vrai, pas vrai.
comme tous les amis bouleversés qui n'ont plus que ça, parce qu'on est tous là à cliquer comme des malades sur tes publications dans le silence, la nuit et les images s'ouvrent comme si tu nous ouvrais la photo d'une page de Ramu, par ex, que l'application m'invite, aucun commentaire pour l'instant, à lancer la conversation. Je relance la conversation. Fin juin, à l'issue d'un café où tu m'avais parlé de ta lecture récente de Gottlob Frege, le logicien. J'avais pris mes jambes à mon cou, devant récupérer ma fille, on ne voit pas le temps passer à tes côtés, sauter dans un métro, écrit pour m'excuser texto, puis rembrayer. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre Frege à son propre piège en disant que certes, sens et référence n'ont pas le même sens, mais peuvent très bien avoir même référence, comme l'étoile du soir et celle du matin, donc être la même chose. Tu m'avais répondu texto, est-ce qu'on ne serait pas alors dans le cadre des cas frégéens où, par manque de savoir, l'observateur dissocierait des choses qui sont les mêmes? Nous en sommes là, dans les boucles de la contradiction performative pour que s'animent les points de suspension gris de vivre sous ton dernier texto. Et je dois répondre. Si tout se tient, il ne faut rien dissocier, ou bien rien ne se tient d'autre qu'un livre où l'on fabrique une continuité chantante avec de la par ex, etc. On est mobilisé incessamment par les états du monde, le référent hypothétique d'une métaphore suspecte, alors scrute-le. S'il est nommé, il peut avoir la dignité de tous les autres, comme si le marbré de la signification comptait, comme si encore la recette matérielle était seconde, presque fictive, du sens sans référence, ce qui existe répondant au pli d'une phrase, au secret de la grâce, à l'alternance, vers long, vers court. Il y a des corps sur scène. Fais-les danser, onduler, s'embrasser, puis dis-moi s'ils sont faits des mots de la pensée, Stéphane. Tes mots. Quelqu'un a disparu, tu évoques toutes ces choses qui ont sûrement plus de sens à deux ou un autre sens insaisissable sans toi. Ce pourquoi je parle, dis-tu, et parle pour entretenir l'illusion dans le fait de vivre. J'ajoute que le touchant de cet accordéon long-court, c'est ne jamais pouvoir trancher si les vers courts sont des queues rejetées parce que les longs butent sur la page, ou s'ils sont tels parce qu'ils sont forts en charge poétique plus que les autres, et si puissants qu'ils tiennent tout seuls sur une large page, hyper musclée ou fragile. À ce point d'interrogation œuvre la grâce. Les phrases prennent vie et nous conservent. Vers long et court, c'est plus et moins, le yin et yang, une torsade, par où continuellement s'enroulent l'un pour l'autre soleil et lune, sujet, objet, le monde, la ribambelle des êtres, le carnaval des apparences, l'amant, le roi, la métaphore, s'émancipant et toute la guirlande des trucs aux caractéristiques clignotantes, et toi, avec ta voix, le timbre clair et le sourire d'intelligence, les yeux, l'esprit, bon sang, Stéphane, je t'ai trouvé dans le poème. Le nez collé sur la vitre de la matière, tel un fossile de moustique pris dans la pierre, toi, dans ce livre reflet se reflétant à la surface des reflets du cake marmoréen du sens. Ça marche, Stéphane. Ça a marché. Ça marche, la poésie. Maintenant, on sait, ça marche. Tu peux revenir maintenant. Et pour finir, on va écouter Martin Rueff qui va lire les dernières pages du Fait de vivre pour Stéphane, très évidemment, en pensant aussi à Michel Deguy, parce qu'on continue. Bon, ok, d'accord. Mais au bout du compte, c'est quoi vivre ? 1. Peut-être errer sans relâche si quelque chose passe ou se passe, façon boson insaisissable de Higgs, vitesse C de la lumière, chauve-souris qui tisse le ciel, matin qui recommence à peine. 2. Cela arrive et peut, pourra,
nous effleurer de si près, bienvenue dans la zone aléatoire de tangence, un jour, même nous, ce jour de nage dans la rivière affraîchissante et le surpeuplement de libellules. 3. À la fin d'une bouleversante séance de lumière, et aussitôt se lever comme un seul homme pour la standing ovation, il y a un orbe autour de nous, un contact, une contagion de caresses. 3 bis, comme soufflé par les poumons de la proximité, ainsi un maître verrier médiéval inspire, expire, gonfle le vase, et celui-ci tressaille, trépigne ou tremble de joie. 4. Aussi bête que l'eau des plantes qui nous asperge au hasard d'un balcon ou marcher sur un rat, par mégarde dans la rue, dans la nuit, dans New York, et cela aussi, on pourra dire, c'est arrivé. 5. Tout ce qui exige une délicate attention. Planches pourries, chauffards ivres, barrières de corail, îles à fleurs de mer. Fais gaffe, mon cœur, ou aussitôt c'est la mort. 6. Jadis, dans l'irréel fabuleux, un pied tape dans le sable. Poc. Une bombe de poussière rose, et on espère, si surgit un génie comme Zouit, hors de la lampe de notre envie, avec dans ses mains tous nos vœux. 6 bis. Touche-moi, main, bouche, corps, n'importe quoi. Touche-moi dès demain, dans la prochaine ressemblance également fabuleuse. 7. Je dis comme, et aussitôt j'ai assez de force dans les mains pour faire glisser, disparaître doucement le triangle, tristesse, ou le rectangle, solitude, dans l'étoile plastique de la joie. 7 bis, parce que ceci est finalement comme cela. Et toi, par exemple, comme moi, ou presque comme moi, ou assez comme moi, pour que coïncident les destinations. 8. Ou ce terrible désir d'établir le contact, répète-t-on ad libitum et le blablabla. Alors des phrases comme une technique humaine de s'épouiller, vu les singes imberbes que nous sommes devenus, privés en outre de la virtuosité des arbres. 9. Cette foule, est-ce enfin la vie si quelqu'un nous photographie de loin, envahi dans une mousson de verdure, est-ce si la tisane au thym, les ouvriers du bâtiment, si la vaisselle à faire, les cris et les merles dans la cour, si la voix des voisins, 10, tout, y compris l'horizon sans limite et le soleil trop brutal, les vapeurs de la douche, fais super gaffe, mon cœur. 11, suffit-il alors de suivre, garder le rythme et d'affronter sereinement son adversaire l'escrime? Parade, riposte. Touché, dit la lampe verte qui vient encore de clignoter. Égalité. On continue ? Vous avez entendu Stéphane Bouquet, Jean-Christophe Bailly, Alessio Baldini, Marie Borel, Pascal Bouénic, Elke Derischke, Ariane Dreyfus, Peter Gizzi, Cécile Ménardi, Marielle Massé,
Florence Moreau, Jean-Claude Pinson, Virginie Poitrasson, Fabienne Raffo, Pierre Vinclair. Merci à toutes et à tous.